Ce sont des événements qui rassemblent plusieurs milliers de personnes à chaque fois, spectateurs, participants. Le e-sport attire de plus en plus et recrute désormais. Jusqu'à 1000 postes ont déjà été créés en Île-de-France, rien que pour ce secteur. En 2023 et 2024, Paris accueille d'ailleurs 2 grands tournois internationaux, signe que cette filière va se développer encore davantage. Mais quels sont ces métiers? Comment s'y forme-t-on? Ce soir, notre numéro de C'est votre emploi est présenté en partenariat avec l'étudiant et c'est Étienne Glès qui va nous expliquer comment on entre dans le game. Salut Étienne. Bonsoir Alexia. Oui, on va essayer avec Sofiane, qui est étudiant dans une école de e-sport. Le e-sport est devenu très populaire finalement auprès des jeunes. Est-ce qu'on peut chiffrer un petit peu cette popularité? Voilà, des jeunes et des moins jeunes. On estime, selon France e-sport, la fédération, qui considère qu'il y a à peu près 10 millions de passionnés de e-sport en France. En additionnant un peu les simples spectateurs, c'est la moitié. Ceux qui sont uniquement pratiquants et puis ceux qui ont la double casquette, à la fois je pratique et je suis spectateur. Il y a des clubs de e-sport qui fleurissent partout en Île-de-France et en France. Et samedi dernier, dans le monde étudiant, il y avait une compétition de e-sport à Paris, la finale du plus grand tournoi étudiant. 750 étudiants qui ont participé aux phases de qualification et 9000 spectateurs sur la plateforme Twitch pour suivre la finale le 3 décembre. Donc tu vois, ça prend de l'ampleur, évidemment chez les jeunes. C'est un business. C'est devenu de plus en plus un business, le e-sport. Oui, en termes d'audience, on estime qu'il y a 1 milliard en 2022, 1 milliard de vues en streaming. Donc forcément, les chiffres ont explosé avec la crise sanitaire. Il y a des événements aussi en présentiel. L'Accor Arena a fait le plein, ou le Grand Rex aussi pour accueillir des compétitions d'e-sport. Et côté revenus, on parle d'un marché global mondial de 1,3 milliard de dollars, à peu près autant en euros. Et la France a décidé d'avoir sa part du gâteau. Donc on ambitionne dans des grandes ambitions pour être. C'est les États-Unis, l'Asie où il y a où c'est très développé l'e-sport. Mais le chef de l'État a reçu donc en juin dernier les professionnels français de l'e-sport. Tu avais par exemple Fabien Devide alias Néo, le patron de Team Vitality, c'est une des plus grosses écuries de e-sport en France. Et aussi le président Macron, il avait mouillé la chemise pour accueillir les 2 tournois dont tu as parlé, qu'on va accueillir en 2023 et 2024. C'est Blast TV Major Counter-Strike et Trackmania Games. En 2023 et en 2024. C'est quoi la différence? Le e-sport, est-ce que ça se développe de la même manière que le sport? Est-ce que c'est la même chose? Ah oui, alors il y a encore une polémique. Est-ce que c'est un sport? Tu vois, le CIO, le Comité international olympique, n'a pas voulu accueillir le e-sport pour les JO de Paris 2024. Mais ça se développe comme dans le sport conventionnel. Je veux dire, il y a des équipes de légende. Tu as la Carmine Corp. Le e-sport a ses joueurs professionnels, ses stars. Tu as Zerator, tu as Gluttony. Tu as alors Seb, c'était un joueur français de Dota 2. Il a pris sa retraite, mais il a été 2 fois champion du monde. Voilà, donc c'était un peu le Mbappé du sport. Il y a des ligues professionnelles, il y a des divisions, il y a des agents sportifs, il y a des organisateurs de compétition. Donc tu vois, il y a aussi toutes les retransmissions à la télé, sur web télé, les spectacles dans des grandes salles physiques, et puis bien sûr les sponsors, parce que 60% des revenus en fait du e-sport proviennent du sponsoring. Puis pour commenter les compétitions, on a besoin de journalistes, d'influenceurs spécialisés dans le e-sport. Donc on peut gagner sa vie, quoi. C'est tout un écosystème qui est en train de se constituer, de se professionnaliser en ce moment. Donc voilà, on peut gagner sa vie autant en étant. Alors il faut quand même modérer, pas envoyer quand même non plus au casse-pipe tous nos jeunes. C'est comme dans le sport traditionnel, tu as quelques joueurs professionnels, ce qu'on appelle les pro gamers, qui peuvent gagner très très bien leur vie à un très haut niveau. C'est pas le salaire de Mbappé non plus. C'est un joueur de Fortnite. La saison dernière, il a engrangé 3,6 millions de dollars de gains. Et il y a 12 joueurs qui étaient millionnaires en gains l'année dernière. En Ligue 1, en fait, le salaire annuel moyen, on estime d'un joueur, c'est plutôt 67 000 euros. Voilà. Donc on peut vivre de sa passion comme joueur professionnel, mais on se précipite pas trop. S'il y a 200 joueurs professionnels en France, la moitié gagne plus que le SMIC, l'autre moitié gagne pas le SMIC. Et il faut garder à l'esprit que, comme dans tous les autres sports, un pratiquant sur 1000 environ devient professionnel. Voilà. Okay. Donc, par contre, il y a énormément de métiers dans l'univers du e-sport et ce qu'on va voir avec Sofiane. Et on va en parler. Bonjour Sofiane Delomo, vous formez justement dans ce domaine dans une école spécialisée. L'école, elle s'appelle XP School. C'est bien ça. Et alors, en quoi consiste votre formation exactement? Qu'est-ce que vous faites tous les jours à l'école? On fait... c'est vraiment un domaine très très varié. On peut aller de l'événementiel jusqu'au community manager, par exemple. Surtout, c'est beaucoup de pratique, très peu de théorie.
il en faut toujours, mais vraiment, c'est pas ce qui est mis en avant. Et surtout énormément de pratiques sur le terrain. Donc une journée type, ça ressemble à quoi? Une journée type, ça sera début du cours, comme je vous ai dit, la théorie, il en faut toujours. Beaucoup de travail sur les projets, énormément de projets. Et vous montez quoi comme projet, par exemple? Par exemple, j'en ai fait un il y a tout récemment, c'était aujourd'hui d'ailleurs. On a monté un événement qu'on doit créer dans notre école avec tous les étudiants pour un tournoi e-sport. Pour un tournoi e-sport, quasiment dans les conditions des tournois réels. C'est ça, mais avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette formation? En fait, tout simplement, de base, je faisais fac de droit. J'ai fait 2 ans de fac de droit. Et j'ai un ami à moi de Marseille, qui est d'ailleurs à XP Marseille, qui m'a parlé de cette école, parce qu'il savait que je voulais arrêter le droit. Et comme le jeu vidéo m'a toujours passionné, j'avoue qu'au début j'étais dubitatif parce que je me demandais qu'est-ce que ça allait donner. Mais après, c'était parti. Et je regrette pas mon choix. Finalement, en fait, vous apprenez plein de métiers différents vraiment, dans cette école? Oui, très très vaste. Lesquels, par exemple, vous auriez envie de faire quoi à la fin? Moi, ça serait plus dans l'événementiel, créer ces événements e-sport. Et d'ailleurs, grâce à la formation que je fais, j'ai un de mes intervenants qui a organisé le Téléthon Roland-Garros et qui nous a permis, c'est une grande chance d'ailleurs, de participer en tant que bénévole à ce Téléthon. D'accord. Et donc il y a l'organisation, donc il y a vraiment le côté événementiel. Il y a d'autres métiers. Oui, on peut faire community manager, comme je vous ai dit, de grandes équipes e-sport, parce qu'il y en a toujours besoin pour la communication. Il y a des grandes équipes de communication, dans les plus grandes écuries sportives, ils ont une armada de communicants. C'est devenu vraiment un secteur à part entière. Vous diriez que ça fait combien de temps à peu près maintenant que c'est devenu vraiment comme ça un secteur économique à part entière? Gigantesque, je dirais peut-être 5 ans. 5 ans. Ouais. 5 ans, ça commence beaucoup à se développer. Et puis, il y a tout un tas de métiers intéressants dans ce domaine. Comment on rentre à XP School? Est-ce que c'est une école payante? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un examen d'entrée? Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Oui, il y a un examen d'entrée. Mais c'est un examen sur la culture générale du jeu vidéo, mais pas que. Le français aussi, très important. Bien sûr. Des grosses dictées. Beaucoup d'anglais aussi. Parce que pour l'international, très très important. Et il faut être détenteur du bac. Et comme c'est une école privée, forcément c'est payant. Ça marche. Merci beaucoup Sofiane. À travers le témoignage de Sofiane, Étienne, on voit qu'il y a beaucoup de métiers dans le e-sport qui vont concerner l'organisation de compétitions, la production et la diffusion de contenu. Voilà, c'est ça. Et puis il expliquait très bien avec le projet que Sofiane est en train de monter, ça lui permet de toucher à tout l'éventail de ses métiers. Il veut s'orienter probablement dans l'organisation de compétition, mais il y a tout à faire. C'est la faire connaître, donc le community management, l'organisation de la compétition, tout ce qu'il y a, la diffusion des contenus. J'imagine parce que vous allez sûrement aussi retransmettre ça en direct ou je sais pas comment. Donc en fait, les grands types de métiers, ça va être organiser les compétitions, assurer la diffusion des grands événements sportifs, donc toutes les fonctions liées à l'audiovisuel, au marketing, à la com, à la diffusion, mais aussi le journalisme sportif. Il y a du journalisme e-sportif, donc il y a des publications spécialisées en ligne qui vont employer des journalistes spécialisés en e-sport, des influenceurs. Il y a en France une journaliste indépendante qui s'appelle Laure Vallée, qui est freelance, donc elle a 270 000 abonnés sur Twitter, qui la suivent. Elle est spécialisée dans le e-sport, tu vois. Et donc ça va beaucoup tourner autour des métiers quand même du marketing, de la com, pour vendre, faire connaître les événements, et les retransmettre. En un tout petit mot, il y a des formations, est-ce qu'elles sont encore très rares et quels conseils, quelles précautions donnes-tu avant de signer pour une formation? Comme c'est une filière embryonnaire qui est naissante, qui est en train de se structurer, il n'y a pas de formation académique type BTS, master, licence. Donc sur le marché, on va trouver des formations qui sont payantes. Il faut s'assurer de la reconnaissance quand même un minimum par l'État. Est-ce qu'on a un titre RNCP à la fin? Et puis surtout, le critère peut-être pour choisir une école ou un organisme de formation, c'est de vérifier que cette
école ou cet organisme de formation a de vrais liens avec le monde du e-sport. Parce que s'il n'y a pas forcément une reconnaissance académique, qu'au moins on est sûr d'avoir du boulot derrière après avoir dépensé de l'argent pour une formation en 3 ans, parfois en 5 ans et qui coûte plusieurs milliers d'euros. Merci beaucoup Étienne. Pour en savoir plus, en tout cas, on peut retrouver ces articles consacrés au e-sport sur le site de l'étudiant. Il y a des articles justement qui sont... Il y a plusieurs articles sur le e-sport, on est au taquet, des fiches métiers, et puis on a un salon, de l'étudiant à l'espace Champéret, samedi prochain de 10h à 18h, autour du jeu vidéo, du cinéma d'animation, et puis on retrouvera Sofiane qui sera présent aussi avec son école. Eh ben parfait, voilà, donc c'est à l'espace Champéret, vous avez la carte qui s'affiche à l'écran, donc de 10h à 18h ce samedi. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission en replay sur nos réseaux sociaux, sur notre application de replay RMC BFM Play. On va tout de suite passer à la météo.